J'ai raté. J'ai raté. Salut, c'est Jesse Hu. L'été dernier, avant YouTube, j'ai fabriqué CE couteau. Un client, après avoir vu cette lame sur mon site, m'en a commandé deux similaires avec différents motifs damas mosaïque et des fourreaux en cuir. Je vais fabriquer CES couteau dans la vidéo d'aujourd'hui, alors restez avec moi pour voir le résultat final. Oh mon dieu, l'étau n'est pas assez grand. Tous les motifs damas mosaïque que j'ai réalisés jusqu'à présent étaient basés sur des motifs en W, et il n'y a rien de mal avec les W. Mais pour l'un des Bowies, je veux essayer un tout nouveau type de mosaïque. La nouvelle mosaïque sera créée à partir de plusieurs blocs séparés. Ici, vous me voyez souder le premier. Ce que vous m'avez vu faire plus tôt, c'était de marquer les pièces de 1084 avec un marqueur. Et si vous regardez attentivement ici, vous pourrez distinguer le premier bloc de construction du motif. CE n'est pas un bloc de construction compliqué au départ, mais à mesure que je vais le forger et l'empiler de plus en plus, il va commencer à avoir de plus en plus de style. Cela fait longtemps depuis ma dernière vidéo, pour plusieurs raisons. La première est déjà mentionnée et que je fabrique deux lames dans cette vidéo. La seconde est différente et vous la découvrirez bientôt. D'accord. C'est en fait la taille parfaite. Si j'en mets plus, avec une couche de plus, ça ne rentrerait pas. Encore une fois, avant de faire toute soudure à la forge, je m'assure de tremper entièrement mon lingot dans mon tonneau de Park 50. Si vous n'avez pas de Parquet 50, vous pouvez en fait utiliser n'importe quel autre type d'huile. Vous pouvez utiliser du kérosène, vous pouvez utiliser de l'huile végétale. Tant que ça brûle en suie de carbone, ça ira. Récemment, j'ai vu beaucoup de commentaires de me demandant comment j'ai pu m'offrir tous CES outils. Et parmi les théories les plus courantes, il y avait que j'ai des parents très riches ou que j'ai gagné à la loterie. Et la véritable raison, c'est que, il y a environ 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de participer à l'émission Forged in Fire. Je n'ai pas fait une épreuve classique, mais une spéciale, gladiateur de la forge. Le tournoi suivait un format roi de la table. En gagnant un duel, je pouvais rester pour en disputer d'autres. Ma pièce est trop grande. Oui, j'ai participé à CE Segment et gagné une belle somme, CE qui m'a permis d'acheter tout mon atelier actuel. Avant l'émission, je n'avais aucun de CES outils. J'ai encore beaucoup à dire sur Forged in Fire, mais je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Si vous êtes assez intéressé, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais oui, pour revenir à la vidéo CE que je fais en CE moment, c'est que je suis en train de remettre mon lingot à l'équerre. Au départ, la large bande blanche de 5920 traversait le centre horizontalement, mais je la veux en diagonale, donc je remets le lingot à l'équerre. J'ai tenté d'incliner le lingot à 45 degrés, mais comme dans mes vidéos précédentes, j'étais sûrement à 44,5 ou 45,5 degrés. Encore une chauffe. Le but pour ce lingot était de l'étirer pour qu'il fasse exactement 1,5 pouce de côté, et les morceaux d'acier que j'achète font aussi 1,5 pouce. Donc ça me permet d'avoir le bloc de construction parfait pour un lingot plus grand. Oh mon Dieu! Quelle est la température ambiante? Laisse-moi vérifier. 134. 130. Pas possible. J'avais une réplique, mais je l'ai oubliée. Il m'appelle Grand Chungus. Je n'ai pas d'air dans mes joues, elles sont juste grosses. Ouais, je me suis fait enlever les dents de sagesse et ça m'a tenu éloigné de l'atelier pendant quelques semaines, mais maintenant je suis de retour. Après avoir découpé la grosse billette en 4 morceaux séparés, il était temps de préparer la pièce centrale pour la prochaine billette, qui est cette pièce d'un demi-pouce de 1084 que j'ai soudée à la forge plus tôt. C'est la plus petite pièce que j'ai jamais soudée à la forge, et elle était même plus petite que mon manche de maintien. C'est eux qui étaient étranges. D'accord, mais ça devrait faire 1,5 pouce de côté. Oh mon dieu, c'est assez lourd.
9 livres. Voici tous les éléments de base pour le premier lingot, et pour chaque lingot suivant, je vais en avoir encore plus. Pour empiler le premier lingot, je meule les faces des gros blocs pour les nettoyer, puis je les emmène à l'intérieur pour les tester à l'étirement. Cette étape est essentielle pour obtenir le motif souhaité. CE sera le motif de Damas le plus ennuyeux, mais il sert simplement de base à un motif plus intéressant. D'accord, c'était le plan initial qui est un X. Imagine que c'est juste là. Imagine que ceci est ici. Voici à quoi ressemblera la pièce de départ, un 3,5. Où est ma forge? D'accord, cette pièce va à peine rentrer dans la forge. Pour préparer la pièce au soudage, j'ai dû l'emmener à la rectifieuse de surface et enlever toute la calamine sur 2 des 4 faces du gros bloc. J'ai réglé la rectifieuse de surface pour qu'elle aille de haut en bas et non de gauche à droite, afin d'envoyer les étincelles au sol plutôt que vers la perceuse à colonne ou la scie à ruban. C'était plus difficile pour mes biceps et épaules, mais j'ai aimé, donc à chaque correction de surface, je les faisais travailler. Bien qu'il soit possible de souder tout le bloc d'un seul coup, je ne pensais pas que c'était la meilleure façon de faire. CE que vous me voyez souder ici, Esti Biezonske, sont les 4 couches individuelles sur les côtés du grand bloc, afin que je puisse ensuite meuler l'intérieur pour qu'il soit bien plat et qu'elle soit en contact parfait avec la barre carrée centrale d'un demi-pouce. La façon dont j'ai fait ça, c'est simplement en prenant CES 4 couches soudées ensemble et en les emmenant à la meuleuse pour les aplanir. C'est aussi simple que ça. En augmentant la taille, il fallait souder CES pièce centrale aux barres de carré d'1,5 pouce. Quelque chose de vraiment énervant s'est produit durant ce processus. Toutes les barres carrées d'1,5 pouce que j'obtiens de mon fournisseur ne font en réalité pas 1,5 pouce de large. C'est plutôt 1,7. Donc, après avoir soudé ces pièces ensemble, j'ai dû poncer individuellement toutes ces CES couches pour qu'elles soient bien à niveau. Ah oui? C'est le premier lingot. En soudant ce lingot, je n'ai pas soudé toutes les jointures. Je sais que certains l'auraient fait pour CE genre de lingot, mais comme c'était mon premier, je ne me suis pas embêté. Regardez CE Colosse. Tout ça pour un seul Bowie, c'est un peu fou, donc je vais peut-être garder un peu de l'acier pour un autre projet plus tard. Après avoir meulé l'excédent du lingot carré, je l'ai amené au poste à souder et soudé le manche. La préparation des pièces pour CE premier lingot m'a pris bien plus de temps que prévu. Alors j'étais soulagé de rallumer la forge et marteler enfin le métal chaud. Je savais, en commençant cette soudure à la forge, que le lingot allait se dilater, mais je ne savais tout simplement pas de combien. Comme vous l'avez vu, il est devenu si gros qu'il s'est coincé devant la forge. Je croyais avoir laissé un 16e de pouce de marge, mais CE n'était pas assez. Il s'est un peu trop dilaté. Je pense que c'est bon. Je cherchais la moindre décoloration entre les parties du lingot. Si les deux morceaux de métal ne sont pas en contact, il y aura beaucoup de décoloration due à la chaleur. Un seul morceau d'acier aura une couleur uniforme sur toutes les lignes. Et après l'avoir brossé, elles étaient toutes à peu près de la même couleur, CE, qui signifiait que j'avais des soudures bien à la forge assez solides. Je n'ai pas encore de théorie complète sur la façon dont l'agressivité du pressage déforme le motif. J'ai utilisé les grosses matrices plates pour toute la billette, la déformation était minime mais présente. Mais je vois aussi Salem Straub utiliser de grands marteaux pilons et matrices frappant toute la pièce sans presque aucune déformation. Certains, comme Kyle Royer, utilisent de grandes presses hydrauliques avec de petites passes sans aucune déformation. Je ne comprends vraiment pas la différence entre CE que je fais et CE qu'ils font. Tout au long de cette fabrication, j'ai essayé plusieurs choses différentes, mais encore une fois, je n'ai pas tiré de conclusion définitive. Oh là là! Bon, encore du travail. C'est assez intéressant. J'étudie dans le Michigan
et vis ces hivers, mais je passe l'été en Arizona, donc mon corps ne comprend pas toujours la situation. Chaque fois que je forge en Arizona, je transpire abondamment. J'essaye de rester dehors pour m'habituer à la chaleur, mais parfois, je dois rentrer comme vous l'avez vu. Comme pour la dernière soudure à la forge et les suivantes, je testerai la gravure de CES lingot de 1,5 pouces. J'ai poncé les faces jusqu'à 120 grains cette fois. Très bien, voyons la première version de CE motif. C'est à peu près exactement CE que j'ai dessiné, à part les diagonales. CE sera un peu comme ça, mais avec plus de barres, comme juste ici. Le motif que je veux faire est en gros juste un motif récursif. CE que vous venez de me voir faire, c'était mon motif de base, et pour les prochains motifs, je vais prendre CE motif de base, le quadruplé, et ajouter plus des mêmes barres entre les deux. La plupart des étapes de la préparation du lopin étaient exactement les mêmes que la dernière fois, donc je ne vais pas trop vous ennuyer avec les détails. Cependant, j'ai essayé de m'amuser un peu avec les cordons de soudure sur le lopin final, parce que c'était comme une toile, et je voulais l'utiliser pour créer quelque chose d'intéressant. Je dois m'assurer que CE lopin massif rentre bien, contrairement à la dernière fois. Même avec l'expansion, ça devrait aller. Tu te rappelles quand j'ai dit que CE texte à l'écran était la chose la plus folle que j'ai faite? Je crois avoir déjà fait mieux. Ça aurait pu être, ça aurait pu vraiment mal tourner. Ça a failli gâcher tout le projet. Oh, je ne sais pas si les matrices carrées sont meilleures que les matrices plates pour souder ces types de lingots, mais j'ai commencé par les matrices carrées avant d'essayer les matrices plates. C'était intéressant. J'ai observé une déformation radiale, probablement parce que les côtés des matrices carrées exercent plus de pression sur le centre du lingot que sur les coins. Et j'ai aussi utilisé les matrices carrées de façon beaucoup plus agressive cette fois-ci que je ne l'avais jamais fait auparavant, donc ça a peut-être aussi contribué à ces résultats. Très bien. On peut faire 10 à 12 bowies, c'est incomparable. Ça devrait être plutôt cool, mais ça ne devrait pas non plus nous épater complètement. Oh d'accord. Le motif semble déjà cool, mais il reste une étape récursive, puis je vais le diviser en 4. Le problème avec ces étapes récursives, c'est qu'elles prennent bien plus de temps qu'on ne l'imagine. Pour les mosaïques, je fais généralement 2 soudures à la forge par jour. Mais la préparation importante des lopins m'a limité à une seule par jour sans m'épuiser. Mes grosses matrices plates sur la presse hydraulique sont juste en acier doux. Quand je les ai achetées, j'avais aussi la possibilité de les prendre en H13, qui est un acier beaucoup plus résistant, mais je ne pensais pas en avoir besoin parce que les matrices étaient tellement grandes. Cependant, l'avant des matrices en acier doux s'use bien plus vite que l'arrière avec l'usage répété. Donc ça veut dire que quand j'appuie, CE n'est en fait pas une pression parallèle. Si je devais recommencer, je prendrais les matrices en H13 au lieu de l'acier doux. J'espère que c'est bon. Comme je n'ai pas ajouté toutes ces pièces au centre des billettes, la préparation pour la forge finale a été très facile. Je devais juste m'assurer que les faces à souder étaient en propre. Puis je l'ai emmené au poste et j'ai soudé les jointures. Techniquement, je n'avais pas besoin de faire ça parce que la barrière d'huile fonctionne déjà très bien, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps et personne ne dit que je ne peux pas aussi appliquer la barrière d'huile par-dessus ça. C'était la dernière soudure à la forge pour CE Lopin.
Et j'ai décidé de prendre toutes les précautions nécessaires parce que je ne voulais pas avoir à recommencer. J'ai meulé les cordons de soudure à plat sur les côtés pour éviter de contaminer mon acier avec de l'acier doux. Si je les avais laissés, ils auraient pénétré plus profondément dans le lopin, rendant le meulage ultérieur plus difficile et déformant davantage le motif. Malgré tout, ils étaient encore assez profonds et j'ai dû prendre du temps pour les éliminer. Il y a beaucoup de vidéos ASMR sur YouTube et presser de l'acier chaud fait partie des meilleures. J'ai parlé presque sans arrêt, CES 15 dernières minutes. Donc je vais me taire pour vous laisser profiter du pressage. Donc la profondeur maximale que je peux rectifier en surface, c'est CE que vous voyez ici. 11, d'accord, je vais me donner 10,5. C'est assez de mosaïque pour fabriquer une véritable épée longue, c'est même pas drôle. Avec mon motif final maintenant entièrement forgé, il était temps de commencer à le préparer pour la rectification de surface, puis de le découper en carreaux. Je vais couper mes carreaux à 35 degrés. Je ne sais pas si c'est l'angle optimal, mais j'ai vu beaucoup d'autres forgerons l'utiliser, donc je l'ai gardé et il ne m'a jamais déçu. La pièce a une section rectangulaire, pas carrée, car incliné, un rectangle devient un carré, alors qu'un carré incliné devient un long rectangle, déformant le motif. J'ai décidé, en découpant CE lingots en carreaux, de marquer chaque pièce au fur et à mesure de la coupe. Avant, je traçais toutes les lignes et mesurais tout avant de couper, mais cela ne prenait pas l'épaisseur de la lame en compte. En les marquant une à une, je pouvais placer chaque pièce contre le bord de la lame plutôt que de centrer sur la ligne. Mes carreaux étaient presque de même épaisseur, mais je voulais quand même rectifier leur surface pour qu'ils soient parfaitement plats. La scie à ruban coupe très droit, mais elle laisse de petites arêtes irrégulières qui ne sont pas forcément parfaitement plates. J'ai utilisé une bande abrasive à grains fins pour éviter d'enlever trop de matière et obtenir une bonne finition. CE que je fais ici, c'est de les tordre de façon à CE que le premier lopin corresponde au début du deuxième, qui correspond à la fin du troisième, et ainsi de suite. C'est important car cela donne à la lame un motif continu, au lieu de carreaux alignés un à un sur la lame. Si être un maître du Damas mosaïque signifiait que vous étiez niveau 100 et qu'un débutant complet était niveau 0, je serais probablement autour du niveau 25 sur cette échelle. Je sais qu'il existe des sorciers de niveau supérieur capables de faire des soudures de carreaux sans gainage en tôle, mais je n'en fais pas partie et je ne vais pas essayer de faire semblant d'en être un. Si vous avez vu ma vidéo sur le couperet, vous savez que j'ai une cisaille à tôle, mais elle est trop grosse et gaspille trop, alors j'ai choisi la scie à ruban. Je ne sais vraiment pas pourquoi je n'ai pas acheté une de CES machine plus tôt, mais elle rend tellement d'opérations de fabrication de couteaux 1000 fois plus facile que je m'en veux, un peu, de ne pas avoir investi là-dedans il y a longtemps. La tôle sert uniquement à empêcher l'oxygène de passer entre les plaques. Elle n'est pas obligée de se souder aux plaques. Cela ne signifie pas que je ne peux pas la souder aux plaques. Ce que je fais ici, c'est que je nettoie l'intérieur de cette tôle pour qu'elle puisse se souder aux plaques. C'est un peu similaire à CE qui se passe dans Forged in Fire. Quand ils font des canisters, les juges crient sur les candidats parce qu'ils n'utiliseraient pas de correcteur ou parce qu'ils en utilisent. Il n'y a pas vraiment de bonne méthode, mais comme je suis dans mon garage avec d'excellentes meuleuses, je peux toujours meuler davantage plus tard pour garantir une meilleure soudure. Après avoir soudé chaque carreau sur une plaque de tôle, je fais le tour du bloc et remplis toutes les jointures avec mon fil métal inert gas. Je veux que CES jointure soit étanche à l'air, mais comme j'appliquerai une couche d'huile plus tard, je n'ai pas besoin d'être parfait. Au début de la vidéo, j'avais annoncé 2 buoys, mais je n'ai montré l'avancement que sur un seul.
Si je devais montrer tout le processus pour les deux Bowies, la vidéo entière durerait 4 heures et je ne veux pas ça. En haut à droite, je montre des photos de moi soudant le premier Bowie en mosaïque. Celui-ci, c'est le deuxième. Le premier Bowie a été réalisé avec un motif Damas mosaïque que j'ai conçu il y a longtemps, mais sans avoir eu le temps de le forger. Je ne vous montrerai donc rien de CE motif pour garder la surprise jusqu'à sa révélation à l'acide plus tard dans la vidéo. Après les premières soudures à la forge en 2 passes rapides, je l'ai amené à l'étau pour meuler la soudure sur le côté. Cela a pris beaucoup plus de temps que je ne le pensais, probablement parce que mon disque de meulage commençait à devenir un peu petit, mais aussi parce que j'avais soudé énormément sur les côtés. Je ne voulais pas que de l'air pénètre dans le lopin, et j'en ai payé le prix, en partie plus tard. L'une des choses qui a tendance à se révéler dès la première chauffe, après avoir utilisé la meuleuse sur les côtés, c'est de savoir si mes soudures à la forge étaient vraiment parfaites auparavant. Dans ce cas, les soudures semblaient vraiment bonnes, mais il y avait 2 zones problématiques sur lesquelles je voulais être absolument certain, alors je les ai ouvertes un peu, puis j'ai utilisé mon marteau à main pour les refermer. Selon mon expérience lors de la réparation d'une soudure à la forge avec un marteau à main, il vaut mieux frapper vite que fort. En frappant trop fort, vos soudures risquent de ne pas prendre et votre lopin peut éclater. En frappant doucement, vous chassez la calamine et couvrez plus de surface, c'est donc avantageux. Une fois que j'étais certain qu'il n'y avait aucun défaut de soudure dans mon lopin, il était temps d'isoler la garde et la soie de la lame. J'ai utilisé mes grosses matrices plates en bas et celles d'étirage en haut. Cela permettait de garder la partie inférieure plate contre le dos, tandis que la partie supérieure était celle qui était réellement déplacée. C'est similaire à la technique moitié sur moitié, or avec le marteau et l'enclume pour isoler les épaules. Mais plus rapide car il s'agit d'une presse, la technique reste la même. Une fois la soie assez petite pour les pinces, je l'ai mise à l'étau et coupé le manche à la meuleuse d'angle. L'une des particularités des fabrications en damas mosaïque, c'est que toute la soie était faite du même damas mosaïque, mais elle n'est jamais visible. C'est uniquement pour des raisons structurelles. Je me suis souvent demandé si je pouvais souder une plaque de 1084 au damas mosaïque sans qu'elle déborde sur la garde ou la lame. Et honnêtement, ça permettrait d'économiser une grande partie du précieux motif mosaïque que j'ai créé, et ce serait même un peu plus solide. Je ne comprends pas pourquoi tant de gens insistent sur ma façon de tenir mon marteau. Je vois tellement de gens me dire « Oh GC, tu tiens ton marteau beaucoup trop haut, tu gaspilles de l'énergie, tu vas te ruiner les poignets. » Et CE, à quoi je pense quand j'entends ça, c'est que mon marteau monte et descend probablement à la même vitesse que celui des forgerons qui le tiennent plus en arrière. Mais on fait la même quantité de travail, et moi, j'épargne la tension sur le tendon au-dessus de mon poignet. Donc, est-ce que je perds vraiment quelque chose? Ma soie étant terminée, je peux commencer à réfléchir à la forge de la forme Bowie. Et la première chose que je fais pour cela, c'est de forger la pointe, mais le but n'est pas d'obtenir une pointe aiguisée. Avec le damas mosaïque, il faut éviter de trop le déformer. Donc j'essaie seulement d'obtenir une épaisseur d'environ 2 à 250 mm à la pointe. Ça va paraître vraiment gros et massif, mais le résultat final pour la lame aura un motif beaucoup plus régulier près de la pointe, et ça aura l'air beaucoup moins déformé. L'un des grands avantages de fabriquer 2 lames en même temps qui doivent être parfaitement identiques, c'est qu'après avoir forgé la première, on peut l'utiliser comme modèle mental pour la seconde. Et c'est CE que je fais ici. Dans la coutellerie, on dit que forger fin évite des efforts ultérieurs et réduit le meulage. Cependant, CE n'est pas forcément applicable à toutes les situations. Dans mon cas, j'ai toujours cette couche d'acier doux à l'extérieur de la lame qu'il faudra meuler plus tard pour l'enlever. Si je forgeais très fin et que je forgeais tous les biseaux jusqu'à la finition, cet acier doux arriverait pratiquement jusqu'au tranchant, et je ne veux pas ça. Une autre chose, c'est que si je la laisse très épaisse, je peux aller à la trempe avec une lame très épaisse. Le souci avec les lames fines à la trempe, c'est qu'elles se tordent souvent, et je ne veux pas gérer ça avec un acier aussi cher et exigeant. Plus de forge.
La prochaine étape pour fabriquer CES de lames est la normalisation, qui consiste en 3 cycles de chauffage et de refroidissement. Cette étape a 3 objectifs majeurs. Le premier étant d'homogénéiser la concentration de carbone dans la lame, évitant des zones à différentes teneurs. La pièce sera uniforme. Le deuxième objectif de la normalisation est en fait de réduire la taille du grain dans l'acier. C'est crucial pour les propriétés mécaniques de l'acier. Le troisième objectif de la normalisation est de réduire les contraintes internes de la lame. La réduction des contraintes est surtout visible au troisième cycle, quand la lame, la plus froide, ne change pas de phase. Maintenant que les lames sont correctement normalisées, il est temps de les emmener à la rectifieuse de surface et d'enlever toute cette couche d'acier doux. Si je trempais la lame avec la couche d'acier doux, il est très probable que la lame s'ouvre dans le sens de la longueur. Cela se produit car l'acier doux ne change pas vraiment de volume lors de la trempe, tandis que l'acier trempable augmente légèrement de volume. Et si vous avez quelque chose au centre qui augmente de volume alors que l'extérieur ne bouge pas, vous obtiendrez une grande courbure et probablement une grosse fissure. Après un peu de meulage de surface, il était temps de remettre la platine normale et de commencer à profiler cette lame. Je n'essayais pas d'obtenir, disons, le profil final de la lame parce que je savais qu'au moment de la trempe, il y avait une petite chance que la lame se déforme d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas des ondulations visibles sur la longueur de la lame, mais des déformations du profil. Lors de ces profilages, je n'ai pas cherché à affûter la lame jusqu'à une pointe fine. Par contre, sur une chose que je voulais faire avant la trempe, c'était de profiler la transition entre la soie, le ricasso et la lame proprement dite. À mon avis, cette zone de transition ici était la plus importante pour le profil réel du Bowie. Par exemple, si vous aviez une lame de Bowie un peu bancale avec un ricasso parfait, je préférerais ça à un Bowie parfait, mais avec un ricasso bancal et une soie dite très étrange. Pour différencier l'acier doux de l'acier à haute teneur en carbone, observez les étincelles produites avec une meuleuse. Si CES étincelles finissent en petits feux d'artifice, l'acier n'est probablement pas doux ou à faible teneur en carbone. On peut sans doute représenter le pourcentage d'étincelles produisant des feux d'artifice pour estimer la teneur en carbone. Mais en réalité, cela permet seulement de distinguer un acier à haute ou faible teneur en carbone. Il est difficile de quantifier précisément le carbone. L'un des avantages de rectifier la surface de mes lames avant de faire un meulage grossier, c'est que j'aurai 2 surfaces parfaitement parallèles sur lesquelles je pourrais m'appuyer comme référence. Je peux presque garantir que la ligne tracée au centre de mon tranchant est parfaitement centrée sur ma lame. Si je ne traçais pas cette ligne et vérifiais seulement le tranchant de la lame, je pourrais garantir qu'il est droit. Je ne peux pas garantir que le tranchant soit vraiment centré. Tracer cette ligne m'aide à le vérifier. Donc ce style d'aiguisage est en fait très différent du style d'aiguisage que je fais habituellement. D'habitude, j'aime commencer les biseaux exactement à l'angle qu'ils auront une fois terminés. Mais ici, je commence avec un angle très très obtus et je commence très court. Je mets donc bien plus de pression sur les bandes que d'habitude. Si je commençais à poncer avec une bande neuve de grain 36 et que je ponçais aussi agressivement, je détruirais cette bande de grain 36 et je gaspillerais environ 20 dollars. Sachant cela, j'ai commencé avec une bande de grain 36 vraiment émoussée, puis j'ai changé pour une bande de grain 36 neuve un peu plus tard. Après ce meulage grossier du biseau, l'étape suivante est d'aller à l'intérieur pour tester la gravure. Très bien, voyons combien d'acier doux il reste encore sur ceci. Quoi? La gravure d'essai est cool car je peux... Tu peux voir les défauts de soudure. Danseuse de couteau, j'ai un petit défaut de soudure. Il est bien placé car il peut être retiré au meulage. C'est aux zones claires, Je ne sais pas pourquoi c'est clair, mais c'est souvent signe d'un petit défaut de soudure situé sur le coin de la lame, l'endroit le plus fréquent. J'ai l'impression d'avoir de la chance en fabriquant des couteaux.
Sur un Bowie classique sans émouture de dague, ce défaut aurait été impossible à enlever, mais avec l'émouture de dague, c'est en fait très facile, donc je ne sais pas. L'une des choses qui me traversait l'esprit pendant que je me préparais pour cette trempe, c'était que n'importe quel angle vif plongé dans la trempe serait une invitation à l'apparition d'une fissure. Je devais aussi équilibrer cela avec le fait que je ne voulais pas trop amincir la lame à certains endroits avant la trempe. En gros, je joue à un jeu d'équilibre très délicat dans ma tête. Il y a un univers où tout va bien et un autre où tout échoue et je dois recommencer. Bon, je croise les doigts. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Je vais passer au four directement. Après la première lame, je devais surveiller la deuxième. Rester plus longtemps dans le four de trempe, donc les variables diffèrent. Peux-tu appuyer sur le bouton? Maintenant, on attend. Quand le four a atteint 300 degrés Fahrenheit, j'ai mis les deux pour deux cycles de 2 heures à 425 degrés Fahrenheit. La rectifieuse de surface ne rend pas les objets plats, mais parallèles. Donc avant d'utiliser la rectifieuse de surface, je dois m'assurer que c'est plat. Après l'échec de ma dernière vidéo, j'ai décidé de n'utiliser que CE marteau en carbure pour redresser mes couteaux. Si vous êtes forgeron, ça fonctionne exactement à l'opposé de CE que vous penseriez intuitivement. En forge, on frappe sur la bosse, mais avec CE petit marteau en carbure, on frappe sur le creux. Ça se sent clairement mieux qu'avant. J'ai encore beaucoup à faire. Je comparais la lame à ma surface en granit parfaitement plate. Je vérifiais les deux côtés pour détecter toute irrégularité. La deuxième lame est... c'est comme un bateau, une barque. C'est plutôt mauvais. Il y a tellement de courbures dans la soie. Pourquoi la soie? Assez proche pour la rectification de surface. Le but de cette opération était d'utiliser un grain 120 pour égaliser précisément l'épaisseur des deux lames, sans trop enlever de matière. D'accord? Donc l'épaisseur de celle-ci, 0,2 1785. 0,2 1780. C'est à moins d'un demi-millième de pouce. Je suis plutôt content de ça. La raison pour laquelle je voulais la même épaisseur n'est en réalité pas liée à la fonction. C'est parce que mon client a demandé deux couteaux exactement identiques, et si je lui donnais deux couteaux avec deux épaisseurs différentes, j'aurais l'impression de ne pas vraiment répondre à sa demande. Pour rester dans le thème de fabriquer deux couteaux exactement identiques, je les ai en fait serrés ensemble pour m'assurer que les profils étaient exactement les mêmes. J'aurais probablement pu faire ça autrement, créer un gabarit et le dessiner sur chacun. Mais cette méthode a pris un peu moins de temps et CE n'est pas comme si le résultat final allait être moins bon. Avec une lame Bowie à émouture de dague, la nervure médiane centrale dépend uniquement de la largeur du ricasso. Cette nervure médiane doit essentiellement couper le ricasso parfaitement en deux. Si elle est plus haute ou plus basse, ça va juste avoir l'air vraiment bizarre. Est-ce que j'aime ça? Je pense que oui. Si tu regardes mes vidéos pour éviter la courbe d'apprentissage lors de la fabrication de ton couteau, je te déconseille fortement cette approche. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que chaque fois que quelqu'un travaille ou fabrique quelque chose, il a SES propres tendances et elles sont vraiment très uniques.
Donc je te suggère, plutôt que de faire exactement CE que je fais, de regarder CE que tu veux accomplir et d'essayer de trouver les meilleures méthodes qui correspondent à ta propre façon de faire. Et CE n'est pas un processus rapide, loin de là. Tu dois échouer beaucoup et t'adapter beaucoup, mais après, CE processus d'apprentissage, tu auras une façon de fabriquer qui sera parfaitement adaptée à tes propres tendances. Une fois la ligne centrale tracée, il fallait retirer beaucoup de matière sur CUS de Boise. J'ai toujours été quelqu'un qui préfère meuler à main levée, c'est-à-dire meuler sans l'appui d'une table ou d'une cale, mais honnêtement, je voulais essayer et apprendre un nouveau style de meulage pour CE Projet. Et après y avoir passé quelques heures et développé un peu de mémoire musculaire, j'ai fini par vraiment apprécier ça. Il y avait beaucoup plus de contrôle sur l'angle entre la lame et la meuleuse, et je pouvais appliquer une pression plus régulière sur toute la longueur de la lame. Je pense que l'étape suivante après CE niveau de meulage serait probablement d'utiliser une cale comme je l'ai mentionné plus tôt. Enfin, parce que là, je pourrais cibler précisément où j'applique la pression sur la lame, mais ça a l'air un peu ennuyeux et je n'ai pas envie de faire ça tout de suite. Je crois être encore assez jeune pour ajouter un peu de chaos à ma façon de meuler. Après avoir enlevé une bonne quantité de matière, il était temps de commencer à regarder les biseaux du côté du dos de la lame. Mon plan pour CES biseaux n'était pas de les affûter par la suite, mais j'avais quand même besoin qu'ils soient centrés sur la lame et qu'ils soient assez fins. Il me reste un semestre d'école, donc je ne pourrai pas faire de vidéo de septembre à décembre. Dès l'an prochain, je ferai YouTube à plein temps. J'ai déjà beaucoup de projets sympas, mais il me reste 4 ou 5 créneaux libres. Si vous voulez vraiment que je construise quelque chose, dites-le moi en commentaire. Je dois encore meuler un petit biseau sur le contre-tranchant près de la pointe de cette lame. CE contre-tranchant est en fait vraiment délicat à meuler parce que je ne peux pas positionner la table en dessous pour le soutenir. Et même si je le pouvais, la table gênerait l'espace libre dont j'ai besoin pour rendre le contre-tranchant uniforme sur toute la longueur. Quand j'ai été satisfait de l'apparence de CE contre-tranchant, il était temps de me concentrer à nouveau sur les biseaux principaux. J'ai laissé un peu de matière juste à côté du ricasso pour que, plus tard, quand j'aurai atteint l'épaisseur voulue, je puisse y revenir et les ajuster parfaitement. Je veux 10 millièmes, on est à environ 50 actuellement. Je ne vais pas l'aiguiser, donc techniquement, ça peut rester assez large. Oui, je peux aller à 50 millièmes sur le dos. Pendant que j'amenais cette lame à son épaisseur finale, je réfléchissais à la façon dont j'allais obtenir CES ligne de transition parfaite de chaque côté, et honnêtement, c'était la même solution que j'ai utilisée à chaque fois, c'est-à-dire utiliser un guide de lime. Voilà. Beaucoup de gens ont tendance à préférer les lignes de transition plus arrondies, mais moi, je fais partie de ceux qui aiment les lignes de transition plus nettes. J'ai obtenu ce résultat en allant directement contre le guide de lime sur la bande. C'est effrayant, mais c'est une méthode rapide et assez propre. À l'approche de la ligne d'arrivée, pour la dernière étape de meulage de cette lame, je dois m'assurer de nettoyer tous ces petits angles auxquels personne ne pense vraiment. Une fois que j'ai terminé tout cela, il est enfin temps de passer la lame aux différents grains et de me préparer pour des choses qui ne consistent pas seulement à meuler cette lame. J'ai fini la lame avec une bande Trisact 400 grains, selon moi la meilleure base avant le ponçage à la main. Peu importe à quel point je suis bon à la meuleuse, je veux quand même nettoyer toutes mes transitions avec une lime à main. J'utilise CES toutes petites limes que je viens d'obtenir, et elles ont des angles vraiment bien marqués, c'est eux qui me permettent de nettoyer les transitions. Ça doit être centré et ça doit être uniforme. C'est presque bon, mais il reste un peu de travail avec les limes. Je dois aussi veiller à CE que cette zone du talon soit impeccable. J'ai sculpté sur une bande abrasive adhérente et je trouve le résultat réussi. Je me sens à nouveau comme Big Changus. Donc je ne ponce pas toute la lame à la main pour l'instant, je ne ponce à la main que le ricasso, et c'est parce que je vais justement ajuster ma garde ensuite. Et pour m'assurer que l'ajustement de la garde soit parfait, il me faut une zone bien plate pour vérifier si c'est parfait. J'utilise encore mon guide de lime pour vérifier que l'arrière du ricasso est bien plat.
C'est peut-être l'étape la plus importante pour garantir qu'il n'y ait aucun espace entre la garde et la lame elle-même. Une autre chose intéressante que je fais ici, c'est que j'amincis réellement la soie plus que le ricasso. Limer une rainure parfaitement parallèle des deux côtés est difficile, donc en gardant une marge, la perfection n'est pas nécessaire. Peut-être que j'aurais dû faire ça plus tôt, mais trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Je suppose que c'est un inconvénient de ne pas faire de croquis. Je dois un peu estimer à l'œil combien de matière il me faut pour délimiter. Je veux quelque chose comme ça monte un peu. Oui, 3 pouces de matière suffiront. J'espère que cette lame peut couper l'inox. Je ne pense pas que ça coupe. Espérons que ça marche. Je pense que ma scie à ruban horizontal peut couper l'inox, mais la lame était trop émoussée. Waouh, ça n'a pris que 7 ans. Pour adapter la garde à ma soie, je l'ai passée à la meuleuse pour lisser les surfaces. Je sais qu'il y a mieux, mais la ponceuse à bande est la meilleure que j'ai. Waouh, c'est pile un pouce. J'ai tracé une ligne centrale et une autre pour indiquer le centre du réservoir sur la longueur de la pièce afin de préparer le perçage des trous pour la rainure de soie. Il était très important que je les place exactement là où elles devaient être. Je ne suis pas doué pour le poinçonnage, heureusement mes forêts sont un peu trop petits. Oh, je ne vois plus le trou. Comme dit plus tôt, j'ai volontairement choisi des forêts sous-dimensionnées pour cette opération. J'ai fait cela car si la fente est trop petite, je peux la limer pour l'adapter parfaitement à la taille de ma soie. Je sais que ma soie est déjà plus petite que ma garde, mais je voulais que mon travail soit très précis pour obtenir une fente sans jeu. Ça ne va pas bouger, et c'est facile à mettre et à enlever. Attends, en fait c'est vraiment fou. Combien de vies ça va me prendre? Oh mon Dieu. Je sais que je me plains toujours que les choses prennent plusieurs vies à faire, mais c'est la première fois que je fais quelque chose qui donne vraiment l'impression de prendre plusieurs vies. Je veux un moulin, mais je ne veux pas non plus dévaloriser le travail des autres. Le seul avantage à limer longtemps, c'est la congestion intense des avant-bras. Je suis presque parfait sur le devant. Mais à l'arrière, je suis tout sauf parfait, donc voyons comment régler ça, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, mais avec mon Dremel Micro et des fraises carbure, j'ai accéléré le processus. Allez. La dernière a fait avancer d'un bon demi-centimètre. C'est 3 fois plus de progrès que d'habitude. C'est quasiment ajusté, mais c'est aussi le début de la partie difficile, hein. Oh, quoi? Prêt à 4,29%. Avec la garde maintenant parfaitement ajustée, il était temps de commencer à réfléchir à l'entretoise entre ma garde et mon bloc de manche. J'ai décidé d'utiliser à nouveau du laiton parce que les deux seuls autres matériaux que j'avais étaient le bronze au silicium et le cuivre, et le bronze au silicium est un peu terne, et le cuivre, je n'aime tout simplement pas le cuivre. Une chose que je m'assure toujours de faire avant de tracer ou de percer, c'est de vérifier que ma pièce est aussi plate que possible. 0,766. Et on veut que cette rainure fasse
Combien déjà? 0,766. CE qui veut dire que cette distance ici est de 0,352. Qu'est-ce que c'est? D'accord? 0,381. Marquons cela. Vous voyez comme je suis méticuleux dans mes calculs. En faisant cela, je réduis le nombre de variables à gérer plus tard et c'est très satisfaisant de faire CES calculs décimaux. Mais oui, une fois que j'ai tracé toutes les lignes, je sais exactement où je dois pointer au centre et cela réduit aussi encore plus de variables quand je vais percer plus tard. Je n'ai pas utilisé de liquide de refroidissement car le laiton, trop fin, ne chauffait pas assez le forêt. Je dois s'acheter un étau Fireball. Je l'avoue, hein, celle-ci m'a fait peur, mais l'entretoise n'a rien eu. Oh là là, à peine 5 minutes et ça glisse déjà hors de la soie. Comme limer les deux gardes pour les deux bouées m'a pris tellement de temps, j'étais un peu désensibilisé à la rapidité avec laquelle le limage pouvait vraiment se faire. Ces entretoises ne faisaient pas plus d'un 16e de pouce d'épaisseur et les limer, hein, c'était vraiment agréable. C'est en fait assez proche. Je pense qu'il me faut un coup de lime. Voilà. Pour les manches, je vais utiliser CE Beau Bloc de Koa ondulé. Ça ressemble à des rayures de tigre et c'est comme, vous savez, CES choses que vous voyez enfant qui changent d'image quand on les tourne. C'est CE que vous verriez sur CES ondulation, juste ici. Et pour l'autre bloc, je pense que je vais utiliser celui-ci, ça s'appelle Gigi. Je l'ai appliqué sur le Bowie que vous avez vu plus tôt, avec de belles ondulations serrées. Il n'a pas besoin de stabilisation car il contient beaucoup de résine. Une fois mes matériaux de manche choisis, je les ai nettoyés à la meuleuse, puis préparés pour tailler la rainure. Je dois vérifier que mes faces sont d'équerre et la surface bien plate. L'un des avantages sympas de tracer des lignes sur le bois, c'est que je n'ai pas besoin de dessiner dessus avec un marqueur au préalable. Le bois s'effrite. Je crois qu'on a un problème. Bon, alors c'est beaucoup trop court. Donc j'ai ça. Je prévoyais débuter les trous avec mon fourré court, puis utiliser le plus grand ensuite pour atteindre la longueur finale. Je craignais qu'en utilisant d'abord le forêt plus long, mes trous soient moins précis à cause de sa longueur. J'ai d'abord percé les deux trous extérieurs, puis celui du centre. C'était précaire car si le forêt central déviait vers un autre trou, il serait presque impossible de retirer la matière en perçant. Pour m'aider à savoir à quelle profondeur percer le trou, j'ai mesuré le nouveau forêt avec la longueur de la soie et j'ai tracé une petite ligne au marqueur. Quand la ligne au marqueur atteignait le sommet du bloc, je savais que la profondeur du trou était correcte. D'accord, ça ne rentrera pas pour l'instant. Je ne sais vraiment pas comment ça a réussi à rentrer du tout. Peut-être que c'est parce que j'étais habitué avec CES ajustement de protection, mais ça n'arrive tout simplement pas. J'ai combiné plusieurs outils pour agrandir la fente à la taille voulue. J'ai utilisé des limes, des broches et cette perceuse. Ce processus devait être un peu moins précis que l'ajustement de la garde parce que j'allais fixer la poignée plus tard avec de l'époxy. Après 9 ans de travail. Pour préparer la poignée au collage, j'ai nettoyé la soie avec une bande Scotch-Brite, puis soufflé la poussière du bloc avec de l'air comprimé. J'avais besoin que ma soie soit super glissante et que mon bloc de poignée soit extrêmement adhérent. Même nettoyé avec la Scotch-Brite, l'époxy adhérerait à ma soie.
Je dois donc recouvrir la soie et les autres pièces en contact avec l'époxy de gelée, de pétrole ou de vaseline. J'ai entendu que certains utilisaient de la cire en pâte ou d'abeille, mais j'ai toujours pris de la vaseline qui a toujours fonctionné pour moi. D'accord? Je pense que CE serait le bon moment pour expliquer pourquoi je fais en fait le calage de la soie. Quand je cale la soie, je verse de l'époxy dans le manche, mais je casse ensuite la liaison. Ainsi, le bloc aura un ajustement parfait autour de la soie. Cela me permettra de façonner le manche plus tard avec la garde et le bloc installé, sans craindre de jeu. Il est essentiel d'enlever l'excès d'époxy de ma lame. J'utilise d'abord un chiffon sec, puis un peu d'acétone avec des cotons-tiges. Que veux-tu? Je dois juste vérifier que ce haut n'est pas collé, puis le remettre sous serre-joint pour que l'époxy garde la forme de la soie. Mon bloc de manche enfin ajusté à la soie, je peux nettoyer puis commencer à façonner ces manches monstrueux présents sur ma lame. Ceci est- C'est ici que cela doit commencer. Cette ligne doit aller tout droit. Je me suis rendu compte à ce moment-là que ma rainure pour la languette était en fait décalée d'environ un dixième de degré par rapport à l'équerre. Alors je l'ai emmenée à la meuleuse après avoir tracé quelques lignes et je l'ai rectifiée bien droite. Je voulais que le ricasso s'étende sur toute la longueur du manche, c'est l'un des éléments de conception. La largeur du ricasso allait être la largeur de mon manche. J'ai envie de pousser un coup de gueule sur la thermodynamique. Je pense que la plupart des gens croient pas que plonger un objet chaud dans l'eau le refroidit instantanément à la température de l'eau. CE n'est pas CE qui se passe. Je le sais d'expérience car j'ai trempé ceci plusieurs fois dans l'eau, l'ai agité quelques secondes, retiré, et pourtant je me suis encore brûlé la main. Aucune ouverture apparente. Oh là là! Quoi? Attends, comment? Je ne sais vraiment pas comment mon collecteur de poussière a pu être aussi bouché. Je ponce souvent de l'acier au carbone avec une protection inox, mais tout de même. Mais oui, avec la forme de la protection, il était temps de mettre mon bloc de bois bien d'équerre. Je faisais simplement aligner la protection et tracer des lignes sur le bois pour positionner correctement le bloc. Il faut que la surface soit bien d'équerre à la lame pour façonner mon manche ensuite. À ce stade, je savais que je pouvais façonner le manche, mais après tant de temps à la meuleuse, je voulais faire une pause et poncer la lame à la main. Au Blade Show, des amis m'ont fait réaliser que ma technique de ponçage manuel est très inefficace. Alors j'ai suivi certains de leurs conseils, j'ai fabriqué un nouveau bâton de ponçage à la main et ça a vraiment accéléré les choses. Oh là là, je peux voir les progrès. Les vrais couteliers ressentent-ils ça? Ils peuvent me poncer à la main et voir le progrès? C'est eux qui diffèrent vraiment dans CE que je fais maintenant comparé à avant. C'est que maintenant, je n'utilise qu'une seule couche de papier de verre et j'ai mon bâton de ponçage à la main qui soutient cette couche. Avant, j'enroulais manuellement mon bâton de ponçage avec plusieurs couches de papier de verre pour éviter de perdre du temps à les remplacer. Cependant, cela fait que le papier de verre se retrouve derrière le papier de verre. C'est eux qui le rend plus souple et cela le rend beaucoup moins efficace. C'est bien plus rapide, mais j'ai toujours l'impression que c'est lent. Toute ma détermination a changé. Regarde toute cette bouillie. J'ai besoin de nouveaux doigts, de nouvelles épaules, de nouveaux biceps, d'un nouveau dos, d'un nouveau tronc, d'un nouveau cerveau. Tu peux voir qu'à la fin, je commençais à perdre un peu la tête, mais le ponçage à la main, c'est quelque chose qu'il faut faire. Je ne sais pas si c'est considéré comme un sacrilège pour des mâchoires en aluminium, mais si je fais quelque chose comme ça, alors genre, je veux simplement que ma garde ait cette belle forme en S. Ce n'est peut-être pas la meilleure méthode, mais c'est la meilleure que j'ai trouvée.
Maintenant que j'ai la belle courbe en S dans mes tenons de garde, il était temps de vraiment commencer à façonner la garde. La première chose que j'ai faite, c'est d'enlever environ 1/10 de pouce de chaque côté de la garde. J'ai tracé des lignes parallèles car je ne peux pas le faire à l'œil nu. Mon matériau pour la garde faisait environ 1 pouce de large. CE qui était bien trop large pour presque toutes les gardes. Avec ma garde préformée et prête à être façonnée en même temps que le bloc de manche, il me fallait en fait profiler le bloc de manche. J'avais déjà tracé des lignes indiquant où je devais poncer, donc cette prochaine étape était honnêtement assez paisible. Pendant que je continue à profiler CE manche, je pense que CE serait intéressant de parler du temps que ça prend d'enregistrer les voix off pour chacune des vidéos. Je pense que la meilleure façon pour moi de faire ça, c'est simplement de vous dire combien j'en ai enregistré pour ma vidéo sur Kanata. J'ai enregistré 812 pistes de voix off séparées. Certaines étaient mauvaises, d'autres bonnes, mais j'en ai enregistré 800 CE qui est fou. Pour cette vidéo, j'en suis déjà à la piste 878, mais honnêtement, c'est parce que je manque de pratique et trébuche parfois sur mes mots. Je connaissais déjà la forme de ma poignée, mais j'ignorais la meilleure méthode. Je voulais un biseau traversant la garde et entrant dans le bloc de poignée, mais hésitais entre le faire d'abord sur la garde puis sur le bois, ou assembler toutes les pièces sur la lame avant de les sculpter ensemble. J'ai finalement choisi de combiner les deux techniques. Très bien, maintenant que j'ai dégrossi la garde, je préfère façonner le bloc de bois avec la garde sur la lame, en une seule pièce, pour voir l'enchaînement des lignes. Les bandes abrasives neuves présentent un aspect intéressant lors du ponçage du bois ou du métal. Une bande neuve bien affûtée qui ponce du métal ne pourra plus servir à poncer du bois ensuite. Si vous poncez d'abord du bois, vous pourrez ensuite poncer du métal. Lorsqu'on ponce du bois, il faut une bande bien affûtée pour couper, pas brûler le bois. En l'utilisant d'abord sur du métal, les grains s'usent, CE qui accroît la chaleur et la quantité de bois brûlé. Ma stratégie de ponçage visait à obtenir la forme générale avec des angles vifs en haut et en bas du manche. Ensuite, j'y reviendrai plus tard et je commencerai à l'arrondir. Je devais vraiment faire attention en ponçant à la jonction bois-métal, parce que, comme je l'ai dit auparavant, le bois se ponce beaucoup plus vite que l'acier inoxydable. Et si je glissais et que je mettais accidentellement la bande sur le bord du métal, je poncerais en fait beaucoup plus profondément dans le bois que dans le métal, et j'obtiendrais une entaille très profonde qui m'obligerait à mettre tout le reste au même niveau. Avant d'arrondir les coins, je veux d'abord ajuster la ligne. Cet angle devrait être similaire à celui à l'arrière, mais celui-ci est bien plus haut. Donc je pense que je vais creuser un peu cette partie vers l'intérieur, peut-être finaliser l'épaisseur le long de cette zone. Pour façonner cet angle serré, j'ai utilisé le côté de la platine, en laissant légèrement dépasser la bande. Ça m'a permis d'obtenir un angle plus serré. Ensuite, moi, j'ai utilisé CES, petite roue, accessoire, mais je m'en sers rarement car je ne les ai pas eus longtemps et j'ai appris à meuler surtout avec la platine plate. C'est étrange car avec le petit accessoire et toutes les roues, je culpabilise un peu de ne pas les utiliser. Pourtant, l'outil sert juste à atteindre un objectif et si je peux y parvenir plus facilement avec un autre, je n'ai pas besoin de l'utiliser. Je vais coller l'entretoise au fond du protège-lames avec de la super glue. Ah, il y a très peu de jeu, mais il y a environ 1 millième de pouce de jeu, et c'est trop si je veux que CE soit parfaitement ajusté. En avançant dans mon parcours de coutelier, certaines choses m'agacent de plus en plus. L'entretoise bougeait si peu que c'était presque imperceptible, invisible à l'œil nu mais perceptible au toucher, et il y a un an, cela ne m'aurait pas dérangé. Comme je vise un travail plus soigné, je n'ai pas pu ignorer ça, et j'ai utilisé de la super glue pour fixer l'ensemble. Ne t'inquiète pas,
J'ai pris soin de le poncer à plat plus tard pour que ça n'entrave pas le point de connexion entre lui et la garde. J'ai beaucoup confiance en moi avec la meuleuse, mais je n'ai pas pu donner à cette garde la forme finale complète que je voulais. Alors je l'ai amené sur mon nouvel étau Fireball, j'ai utilisé quelques limes et j'ai nettoyé toutes les lignes. À ce stade, j'avais déjà passé environ 20 à 30 heures à cette table à limer, et honnêtement, j'étais prêt à en finir. Ce côté est plus facile car je suis droitier. L'autre côté est très maladroit. J'aimerais tellement être ambidextre, mais ça rendrait peut-être la vie trop facile. Satisfait de la forme et la finesse de mes ergots de garde, je l'ai ramené à la meuleuse. Cette fois, j'ai utilisé mes bandes Scotch-Brite au lieu des abrasives. J'avais fait de profondes rayures avec la lime, et ces bandes aident à les enlever et facilitent le ponçage manuel. Est-ce que j'ai même besoin de colle à ce stade? C'est tellement bien ajusté que je n'arrive même pas à l'enlever. Oh là là, j'adore vraiment poncer à la main. Est-ce que c'est moi qui dis ça ou est-ce que j'ai entendu ça quelque part sur YouTube? ICI, je ponce à la main uniquement les faces de la garde parce que je comptais faire le ponçage final à la main une fois que tout serait collé et prêt à l'emploi. Je voulais aussi polir la lame manuellement jusqu'au grain 600. Ayant fini de façonner le manche, je n'avais plus à craindre de rayer la lame et pouvais enfin graver ma marque. C'est une étape très satisfaisante, donc je vais me taire un moment. Très bien, assombrissons-toi. Il est temps de passer par une petite phase d'entraînement. Je n'ai jamais fabriqué d'étui en cuir de ma vie, alors j'ai décidé d'apprendre auprès de quelqu'un qui en a fabriqué beaucoup. Je m'appelle Biff, et je ne sais pas garder mes mains pour moi. Mais si tu ne travaillais pas et que tu me donnais toute ton attention? Voici Matt, un bon ami à moi qui a un super chien et est un excellent coutelier. Je vais apprendre à fabriquer des fourreaux avec lui, alors n'oubliez pas d'aller voir Aaron Creative Company sur Instagram. Nous avons d'abord discuté du design des fourreaux. Il y avait tellement de types de fourreaux différents dont je ne connaissais même pas l'existence. Et nous avons décidé de fabriquer un fourreau entièrement noir qui pourrait être dégainé depuis la ceinture du côté droit. J'ignorais que les fourreaux étaient pour droitier ou gaucher. Je croyais qu'ils étaient tous pareils et portables des deux côtés. La première étape pour fabriquer un fourreau est de tracer le contour de la lame. Ensuite, il sera découpé et transformé en pochoir pour tracer les contours des pièces de cuir nécessaires. Donc oui, soit je le coupe à plat comme ça, soit je l'arrondis un peu. L'étui comprendra deux grandes pièces extérieures et deux petites pièces intérieures formant le cœur du sandwich. Ces dernières protégeront la couture des coupures lors du retrait de la lame et ajouteront de l'épaisseur. Faites vraiment attention à vos doigts quand vous faites ça. J'en ai 10. Je sais que t'en as 10. Je préférerais vraiment que tu partes avec tous. Nous avons d'abord utilisé des disques de découpe pour enlever le matériau,
puis opté pour des ciseaux pour plus de précision. Maintenant, en fait, ces ciseaux n'étaient pas des ciseaux d'école ordinaires. Ce n'étaient vraiment pas les petits ciseaux fragiles qui coupent à peine du papier, c'était des ciseaux robustes conçus pour le cuir. C'est là que j'ai compris que le cuir est très résistant. J'ai dû forcer avec mes doigts pour le couper, même légèrement. Voici comment Matt coupe le cuir. On dirait qu'il n'y a rien à couper, presque comme du papier. Je devrais me faire des callosités au pouce. Oh mec, ouais, désolé de te le dire. Ouais, tu vas probablement avoir des ampoules à cause des ciseaux. Une fois les pièces découpées, il fallait les aligner pour vérifier si la lame entrait dans le fourreau. J'aurais ajusté les pièces si elles n'avaient pas eu la bonne forme, mais je les ai découpées précisément, donc peu d'ajustements ont été nécessaires. En termes d'ordre des opérations, je devais assombrir l'intérieur du fourreau maintenant, parce que plus tard, lorsque j'utiliserai la colle contact, cette colle empêcherait la teinture de pénétrer, et je ne voulais pas de taches à l'intérieur du fourreau. Comme mentionné plus tôt, la colle contact est l'adhésif préféré pour le cuir. Ce n'est pas une colle, mais un caoutchouc qui pénètre le cuir et s'y lie. Ce produit sent très mauvais, donc utilisez-le avec une bonne ventilation ou portez un masque. C'est assez intéressant, la colle de contact adhère très bien à elle-même sans avoir besoin de marteler, mais le martelage la rend encore plus collante. J'ai utilisé le maillet en caoutchouc de Matt pour marteler les coutures et préparer les assemblages pour l'étape suivante. Ensuite, j'ai poncé les côtés des pièces collées à la ponceuse à bande pour les aplanir. En fait, c'était un peu inconfortable parce que c'était comme donner à la peau d'une vache une brûlure permanente due au frottement sur la route. Ce que j'ai dit sur les bandes abrasives pour le bois s'applique encore plus au ponçage du cuir. Si votre bande n'est pas extrêmement affûtée, le cuir brûle immédiatement et il ne coupe pas vraiment bien. À ce stade, nous commencions à manquer de temps dans la journée, alors Matt a pris un moment pour me montrer le reste des étapes afin que je puisse rentrer chez moi plus tard en sachant exactement quoi faire. Très bien, allons-y. L'étape suivante, à ce stade, consistait à utiliser cet outil pour encadrer la lentille de couture que j'allais tailler plus tard. Je ne cherchais pas à couper, juste à marquer une rainure dans le cuir. Très bien, maintenant je vais remplacer ceci par l'outil de coupe. La prochaine rainure que je vais creuser ici a plusieurs objectifs. La première, c'est simplement pour savoir où je devrais percer mes trous plus tard, mais la seconde, c'est que la couture a une certaine épaisseur et j'enlève de la matière pour que, lorsque je coudrai plus tard, la couture ne ressorte pas trop de la rainure. Ce processus était en fait vraiment satisfaisant et ça a un peu chatouillé une partie de mon cerveau. J'allais faire 2 lignes complètes de couture sur cette pièce, donc je devais faire le tour de chaque bord 2 fois. 2 lignes de couture sur un fourreau comme celui-ci semblent excessives, mais je voulais qu'il dure des générations et cela y contribue. L'étape suivante était de texturer les surfaces extérieures du fourreau. Je le démonte car il me faut un support rigide pour texturer la pièce. C'est encore un peu collant, c'est eux qui est bien. Ça a l'air plutôt cool, d'accord. Maintenant, je dois juste faire ça tout du long. Il faut ajouter un peu de variation pour que le client sache que ça a été fait par un humain. Peut-être que je devrais devenir uniquement un travailleur du cuir. 10 000 $ pour des sacs Gucci faits maison. En fait, s'ils étaient un fait de maison, ils ne seraient pas Gucci. Avec la texturation terminée, il était temps de commencer à réfléchir à la boucle de ceinture. J'ai utilisé un cuir plus fin que d'habitude pour pouvoir la plier en 2 couches. Je pense que je veux que ma boucle de ceinture dépasse d'environ 5 cm au-dessus du haut de l'étui. Je veux en quelque sorte suivre la forme de l'étui. En fait, c'est idiot. Tu es stupide et personne ne t'aime.
Frérot, j'ai une poigne de 170 et je n'arrive pas à l'ouvrir. Je pense que techniquement, je n'avais pas besoin de coller ça à la colle contact, mais je voulais que chaque jointure cuir contre cuir soit à la fois collée à la colle contact et cousue. J'espère que ça aidera à augmenter la durabilité du fourreau sur le long terme. J'ai ensuite poncé l'avant du fourreau pour que son bord épouse parfaitement l'avant de la garde, assurant un ajustement très serré. Cela améliorerait l'apparence de la pièce, et malgré le travail, cela en valait la peine. Très bien. Après un petit peu de découpe, j'espère que ça a meilleure allure. Ah oui, c'est ça qu'on aime. Très bien, parce que la gaine va être noire. Nous allons utiliser de la teinture marron. C'était une blague. Waouh! Je devais vérifier que toutes les pièces à assembler étaient déjà teintes avant de les coudre. J'utilise du fil ciré, donc la cire empêche la teinture de tenir. Ça sent plutôt bon. Ne renifle pas. Non, je plaisante. Je pense que c'est eux que je fais, c'est que j'en prends un peu et je le frotte sur le côté. Le produit dans la bouteille s'appelle Gomme Drag au Stamp. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un agent de polissage. Je le polis maintenant car après couture, CE ne sera plus possible. Ce morceau de cuir servira de sangle pour maintenir le couteau dans l'étui. Il doit donc être noir comme l'étui. Une fois que j'aurai mis un peu de crème de carnauba dessus, tout ça va briller un peu plus, donc on n'a pas trop à s'en soucier pour l'instant. Là, c'est juste une finition mate, tu comprends? Une finition mate. Je suis fier de celle-là. J'aimerais profiter de CE moment pour m'excuser pour toutes les blagues nulles que j'ai faites CES 5 dernières pierces minutes. Je voudrais attribuer cela à l'inhalation de colle contact, mais je doute que CE soit une bonne excuse. Mais bon, pour revenir à la fabrication, j'allais enfin commencer à fixer la sangle sur le fourreau proprement dit. J'ai d'abord testé la disposition au crayon, puis appliqué de la colle sur les deux pièces avant de les assembler au marteau. Enfin, j'ai commencé à les coudre ensemble. Je ne suis clairement pas un travailleur du cuir, mais je sais aussi que beaucoup de mes spectateurs pourraient l'être. Donc, si vous avez des conseils à me donner dans les commentaires, n'hésitez pas à les partager. Je veux apprendre autant que possible. J'ai raté. J'ai raté. Cet outil que j'utilise ici s'appelle une griffe à frapper. C'est CE qui perce les trous pour que les points puissent y passer ensuite. J'en ai en fait deux, une avec 4 dents et une avec 2 dents. Celle à 4 dents sert à percer efficacement et à faire plus de trous en même temps, mais celle à 2 dents est meilleure pour les courbes serrées. Pourquoi est-ce plus difficile à faire que prévu? Cet outil suivant que j'utilise ici s'appelle une alène à coudre. Donc la griffe fait les trous, mais elle ne les perce pas complètement à travers. Je dois donc repasser la laine dans chaque trou, un à un, avant de pouvoir coudre. CE truc estimated. Super cireux, oh là là. C'est solide. Pour préparer la couture, j'ai utilisé CE fil ciré avec des aiguilles spéciales pour cuire. J'ai aussi acheté un chevalet de couture pour maintenir la pièce pendant la couture. Le motif de couture que j'utilisais était en fait très simple. Je prenais juste une extrémité du fil, je la faisais passer, puis je prenais l'autre côté et je le faisais passer dans le même trou. Je serrais les deux côtés au maximum. J'aurais dû me donner plus de fil, mais j'en aurais assez. C'est plus facile à tirer sans rien.
Arrivé à la dernière maille, je repassais par la précédente et doublais ainsi les mailles. Elles ne se déferaient jamais et je n'aurais pas à faire de nœud. La sangle cousue restait à coudre le passant de ceinture. Celle-ci allait être un peu intéressante parce que je ne pourrais pas avoir toute la surface de contact à cause de l'épaisseur de la sangle. Pour résoudre ces problèmes, j'ai fait comme la plupart des forgerons. J'ai frappé dessus avec un marteau. Oh ouais, ça va être trop cool. Je voulais garder ça. Après avoir cousu la boucle de ceinture, j'ai réfléchi au mécanisme de fermeture. J'ai dû percer un trou sur un côté du fourreau, mais il était trop profond pour la perforatrice, que j'ai abîmé en l'utilisant mal. Au moins, le trou a été fait. Maintenant, je peux juste visser ces garces-là et le serrer vraiment fort pour qu'il ne bouge pas. Ressorte trop. D'après CE que j'ai appris, CE n'est pas juste un trou, il faut une petite entaille juste au-dessus. Tout étant terminé, y compris la fermeture, il restait à percer les trous sur toute la longueur du fourreau. Je devais m'assurer de percer mes trous exactement perpendiculaires à la face du fourreau. S'ils étaient décalés, ne serait-ce que d'un degré, de mauvaises choses pouvaient arriver. Allons-y. Très bien, il est temps de recoudre chaque trou séparément. 5 de fait. On a 6 de fait. Ça fait en fait toute une décennie que j'ai commencé à foutre des coups de poing dans CES Trou. Oh, maintenant il y en a un dans mon doigt. D'accord? Commençons. J'ai toujours cru avoir la peau, des mains épaisses et de bons calus pour tous les travaux manuels. Après toute saucée et couture, je peux confirmer que mes mains sont comme de la gelée. Je ne comprends pas comment font les autres. Avec CES Gants, j'avais encore de grosses marques rouges sur les mains. Après seulement la première des 4 coutures, elles étaient si à vif que je ne pouvais plus tirer un fil. Mec, quoi? Oh mon Dieu, mec, comment c'est possible? Très bien, passons à l'aiguille numéro 5 pour aujourd'hui. Bien. Après avoir cousu la rangée intérieure hors caméra, je l'ai meulé et nettoyé les bords avant le polissage final. Je l'ai poncé comme du bois avec des grains de plus en plus fins en cassant les arêtes. Après avoir teinté les bords en noir, j'ai appliqué de la gomme adragante puis poli les bords avec CE morceaux de bois. J'ai pris mon temps ici, car je pense que le bord brillant améliore l'apparence de la pièce. Je suis tellement excité que je n'arrive même pas à le mettre en mots. Regarde-moi ça. Après avoir fait la seconde gaine hors caméra, je me reconcentre sur la lame. Ici, je prépare à incruster du cuivre dans mon manche. Ainsi, plus tard, en insérant la goupille en acier inoxydable dans la lame collée, je n'aurai pas à percer l'acier. J'aurai seulement à percer à travers le cuivre, qui est beaucoup plus facile à percer et beaucoup plus tendre. Je dirais que c'est vraiment bien coincé là-dedans. Après avoir poncé le cuivre à la soie, il reste à finir le ponçage manuel de la lame et préparer la gravure. Je nettoie la lame uniquement avec du vieux liquide vaisselle ordinaire. Avant, j'utilisais des dégraissants et de l'acétone sans succès garanti, alors que le savon marche à chaque fois. D'accord.
Je suis légèrement nerveux. Il y a un minuteur de 2 minutes. D'accord. Oh mon Dieu. Attends, je neutralise ça. Putain, j'ai assuré sacré. Tu te rappelles, CE Motif n'est pas récent, je l'ai réalisé il y a 1 an. Voir le résultat final sur une lame comme ça, honnêtement, je ne trouve pas les mots. À l'époque, je voulais un motif d'explosion simple, mais à l'avant-dernier Forge, j'ai ajouté de grosses barres brillantes de 15 et 20. Ça aide à encadrer les explosions d'une certaine manière, et dans l'ensemble, ça a l'air un peu ondulé. Mais individuellement, chacune de CES explosions est vraiment incroyable. Après avoir enlevé les oxydes, j'ai fait la deuxième gravure à l'acide. Je ne vous montre pas celle-ci, car je sais que vous êtes surtout curieux de voir l'autre motif. Je croise encore les doigts. D'accord. Ouah. Quoi? Tu vois cette scène dans One Punch Man où il y a CE fichu dessin de labyrinthe de vaisseaux géants? Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ça? Je suis presque sûr qu'il n'y a que 5% de mon public qui va comprendre cette référence, mais pour CES 5% là, j'espère que ça avait du sens. Ouais, je pense encore les oxydes avant ma deuxième gravure. Comme expliqué dans ma vidéo sur le katana, cette deuxième gravure donne de la profondeur au motif. À quoi va-t-elle ressembler? Oups. Oh waouh! J'ai une histoire drôle. Après la deuxième gravure au perchlorure de fer, on passe à la gravure au café. Il me restait aussi le café de la katana que j'ai fait il y a 2 mois et demi. Il y avait beaucoup de moisissures, mais je pensais que sous la couche du dessus, le café restait bon. Donc en fait, j'ai fait la gravure au café des deux lames dans CE Vieux Café, et c'était tout simplement atroce. Les deux lames étaient couvertes d'un voile sombre, probablement dû au café resté trop longtemps, qui a favorisé des minéraux liés à la moisissure. Deuxième gravure au café. J'espère que la deuxième fois ira mieux. Je ne veux plus voir CE voile sombre. On croise les doigts. Oh, c'est tellement mieux. Je suis tellement content de l'avoir fait 2 fois, mon Dieu. Deuxième lame. C'est tellement bon. Oh là là. Oh, je suis tellement content de ça. C'est intéressant parce que avec le café, tu obtiens vraiment de beaux tons foncés et de beaux tons clairs, mais tu as ça aussi cette teinte un peu brun orangé. Et si je fais juste cette section ici, tu peux voir une grande différence. Avec ma finition damas terminée, je dois protéger le couteau avant de finaliser le reste. J'utilise donc du tissu d'atelier et du ruban de masquage vert pour créer une mini-gaine. J'allais devoir serrer le couteau plus tard, alors j'ai mis un morceau très épais de tissu d'atelier sur la pointe pour que la pointe ne soit pas endommagée. Pour préparer le collage, j'ai versé de l'acétone dans ces gobelets ici, et je me suis préparé à nettoyer chaque surface qui allait être collée. J'ai besoin d'un mélange longue durée car CE produit maintiendra la lame assemblée indéfiniment. Parfait, installons la garde. Je devrais nettoyer pas mal d'époxy après, mais je devais surtout éviter que l'époxy passe sous le chiffon d'atelier. C'est arrivé accidentellement quand j'ai fabriqué ma machette, et ça a vraiment été un gros bazar. Comme j'avais déjà fixé la soie plus tôt, il a vraiment été difficile d'enfiler le bloc de manche sur la soie pour le collage final. L'ajustement était si serré que l'époxy ne pouvait pas remonter du manche à la surface et finissait à la poubelle. Après avoir nettoyé toute trace d'époxy indésirable sur le manche, je l'ai placé sous serre-joint et laissé Midair reposer 24 heures.
Quand l'époxy a durci, il était enfin temps de mettre en place la dernière pièce du puzzle, à savoir ma goupille en acier inoxydable. Comme vous pouvez le voir ici, CE ne sont pas des copeaux de joint qui sortent, c'est du cuivre, et c'était tellement facile de percer à travers que je suis vraiment content d'avoir mis le cuivre dans la soie. Pour cette prochaine étape, je sais que je vais recevoir quelques critiques pour ça, mais l'adhésif que j'ai choisi pour fixer la goupille dans le manche était en fait de la super glue. Il suffit de peu pour garder la goupille dans le manche, et la super glue durcit plus que l'époxy. L'époxy reste un peu collant, alors que la super glue devient très dure. Après avoir meulé la hauteur de la goupille au niveau du bois du manche, il était temps de finaliser la géométrie de tout sur mon manche et d'apporter la touche finale à l'ensemble. C'était maintenant la dernière étape de tout le projet, vraiment de tout CE projet qui a duré 2 mois et demi. J'avais vraiment envie de me dépêcher et d'arriver rapidement à un produit fini, mais je savais que je rendrais un mauvais service au produit si je faisais ça, alors j'ai pris mon temps. Ce projet a été l'un des plus difficiles que j'ai réalisé pour de nombreuses raisons. Obtenir le niveau de finition et d'ajustement d'une lame que je fabrique comme je le souhaite est difficile, mais amener 2 lames jumelles exactement au même niveau d'ajustement et de finition était bien plus compliqué. Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement satisfait du résultat des deux et je suis ravi de vous présenter enfin la paire de Bowies en damas mosaïque. Voilà,